Alors, un petit peu en suivant des questions, hein, on va maintenant s'intéresser justement aux dynamiques de participation au sein de la Caisse. Puisque, comme ça a été dit un petit peu en introduction, voilà, il y a une forte hypothèse autour de la Caisse alimentaire commune, cet enjeu de faire démocratie collectivement. Et donc, comment on fait démocratie? On l'a vu, en démocratisant l'accès à l'alimentation, mais aussi en exerçant son pouvoir d'agir, son pouvoir citoyen, sa participation. Et donc, on est allé regarder un peu plus précisément comment se vit cette participation au sein de la Caisse. Et donc, pour ça, c'est Marie Valser qui va venir nous parler de ça, avec Samira et Julie du Comité citoyen. Moi, je reste là, comme vous voulez. Allez-y. Je reste là comme ça, j'ai une vue sur l'écran. Donc, je vais vous présenter quelques résultats sur ce volet participation qu'on a particulièrement travaillé avec Pauline. Donc, je parle au nom de nous deux. Donc, on est allé regarder les différentes manières dont les participants, au sens large de l'expérimentation de caisse alimentaire commune, prenaient part à l'expérimentation. Et je vais commencer par vous parler de la façon dont sont impliqués les expérimentateuristes, les points de vente et les organisations du collectif de coopération. Déjà, le fait d'identifier ces trois catégories d'acteurs montre bien qu'on se pose dans une perspective systémique dans laquelle il n'y a pas un acteur qui est amené à participer. On se pose la question de comment l'ensemble des acteurs du système peuvent prendre part dans une expérimentation qui se revendique de démocratie alimentaire. Ce qu'on peut voir, c'est que cette participation, elle prend des formes variées selon les catégories d'acteurs et d'actrices qu'on considère. Les expérimentateuristes, bien sûr, ça va passer par l'acte d'achat, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour l'ensemble des citoyens mangeurs qui s'alimentent, qui vont devoir faire leurs courses. C'est une participation à un système alimentaire la plus basique. Ici, ça passe par le recours à la monnaie et l'achat dans des circuits conventionnés. Mais pour les expérimentateuristes, ça peut aussi passer, et c'est aussi toute l'ambition qui est portée par le travail d'animation qui est fait au sein de la Caisse, par une participation à des événements, des rencontres avec le comité citoyen, par exemple, qui sont des façons de s'impliquer dans l'expérimentation de Caisse au-delà de l'acte d'achat qui est plus quotidien. Les points de vente, je ne vais pas revenir en longueur parce que Sébastien vient de très bien en parler. Cette participation, elle prend également plusieurs formes. Le fait d'ouvrir son magasin aux expérimentateuristes de la Mona, ça va impliquer, en termes d'organisation, des changements potentiels, déjà pouvoir accueillir des nouveaux publics, les familiariser au fonctionnement de tel ou tel point de vente. Ça va être aussi bouleverser un peu les pratiques de paiement, puisqu'on va intégrer un outil de paiement via le dispositif Mona qui demande aux équipes aussi de se réorganiser. Et ça fait partie des changements qu'on peut intégrer à la participation. Et puis ça peut être aussi une participation qui va au-delà avec, encore une fois, de la participation à des événements, des rencontres avec le comité citoyen ou une implication un peu plus en profondeur dans des groupes de travail, par exemple, avec d'autres organisations du collectif de coopération. Et ces fameuses organisations, de la même façon, elles sont mobilisées à différents niveaux. Il y en a qui sont encore relativement en retrait parce qu'intéressées par l'expérimentation, elles cherchent à suivre ce qui se fait pour voir comment est-ce qu'elles pourraient s'y impliquer un jour. Et puis, pour d'autres, ça va être de la mobilisation citoyenne, ce qui a notamment été fait au lancement de l'expérimentation, mais qui se poursuit, de l'accompagnement des expérimentateuristes. Ça peut être aussi pour les organisations qui sont le plus au cœur de l'expérimentation, un véritable travail de pilotage sur différents champs de l'expérimentation. Donc ça, c'était un peu pour caractériser les différentes formes que peuvent prendre cette participation. Ce qu'il faut retenir de façon transversale pour l'ensemble de ces parties prenantes, c'est que la dimension politique, elle est au cœur des raisons qui amènent les acteurs et actrices à s'impliquer pour l'ensemble des parties prenantes. Et donc là, je vous ai mis un chiffre clé concernant les expérimentateuristes. 70% d'entre eux ont été motivés pour entrer dans l'expérimentation par l'idée de défendre, ou en tout cas de faire advenir par l'expérimentation un droit à l'alimentation. Et ça a été évoqué par Sébastien précédemment, pour de très nombreux points de vente. C'est un projet, une expérimentation qui fait tout à fait écho aussi à leur projet sociopolitique de proposer une alimentation durable, et ce, dans une perspective de justice sociale pour que cette alimentation durable soit accessible à toutes et tous.
Ce qu'on peut constater toutefois, c'est que cette participation de ces différentes parties prenantes, elle n'est pas égale au sein de la caisse. Par exemple, près de la moitié des expérimentateuristes n'ont jamais assisté à un événement organisé dans le cadre de la caisse, malgré voilà, l'invitation qui a pu leur être faite. Donc ça amène à s'interroger, est-ce que c'est un manque d'intérêt, un manque de communication, qu'est-ce qu'il en est et pour les points de vente, mais également les organisations du collectif de coopération, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, elles ne s'investissent pas toutes dans le même degré d'intensité. Ça fait écho à ce que je viens de vous présenter avec les différents niveaux où elles participent. Alors en soi, ce n'est pas forcément un problème que tout le monde ne s'investisse pas au même niveau, puisqu'on n'a pas tous les mêmes contraintes, les mêmes envies, etc. Là où nous, ça nous interroge pour la poursuite de l'expérimentation, c'est que l'enquête révèle que pour certaines personnes, certains points de vente, il y a une part de frustration, dans le sens où certaines aimeraient pouvoir s'impliquer plus, mais ne se sentent pas en mesure de le faire. Et les principaux freins qui sont évoqués, c'est celui du manque de temps et du manque d'information. Le manque de temps, on peut penser notamment aux acteurs et actrices des points de vente qui mènent déjà une activité commerciale qui leur prend beaucoup de temps. Et ça amène à se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut envisager des façons de les faire participer qui ne soient pas complètement chronophages, mais qui répondent à leur souhait de pouvoir plus s'impliquer dans cette expérimentation qui, encore une fois, répond tout à fait à leurs projets sociopolitiques. Et concernant le manque d'information, ça a été relevé auprès de différentes catégories d'acteurs. C'est aussi lié à ce qu'évoquait Sébastien précédemment. Les efforts d'animation ont été peut-être faits en particulier sur le comité citoyen, et c'était parfaitement essentiel en début d'expérimentation. Et c'est vrai que ça amène pour une prochaine phase à se dire comment est-ce qu'on monte en puissance sur l'animation auprès des expérimentateuristes et auprès des points de vente, et pour embarquer aussi d'autres organisations qui seraient intéressées pour rejoindre l'expérimentation. En tout cas, ce qu'on peut retirer, c'est que cette participation de ces différentes parties prenantes, elle génère des effets, et des effets positifs. Elle permet de déconstruire certaines idées reçues, d'acculturer certaines thématiques sur l'alimentation durable, sur ce que c'est que la précarité alimentaire. Et ce sont des effets qu'on retrouve aussi au niveau d'une quatrième catégorie d'acteurs, que sont les politiques publiques, qui sont aussi parties prenantes, bien entendu, de cette expérimentation, comme ça a pu être évoqué un peu plus tôt en introduction. Et pour qui on est encore effectivement sur plutôt des changements au niveau des représentations. Donc ça se concrétise encore pas complètement dans la pratique, mais c'est déjà une base qui est fondamentale sur une meilleure compréhension de en fait, comment est-ce qu'on peut lutter autrement contre la précarité alimentaire, et finalement qu'est-ce que c'est. Et sur la participation citoyenne, en fait, quelle place on peut faire aux citoyens pour penser un fonctionnement démocratique autre. Et du coup, ça sème des graines qui, on espère, pourront germer dans le futur. Alors évidemment, comment ne pas parler des dynamiques démocratiques et de participation sans parler du comité citoyen, qui est véritablement le cœur démocratique de cette expérimentation. Et Samira et Julie nous en donneront des belles illustrations juste ensuite. Je pense que ce que je vais dire va faire énormément écho à l'introduction qu'on a eue la journée par le comité citoyen. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est le cœur démocratique de l'expérimentation ? Eh bien déjà parce qu'il a été pensé comme tel, et dans le fonctionnement que s'est donné le comité citoyen ensuite, il continue à avoir ce fonctionnement démocratique complètement. Alors ça passe par plusieurs choses. Déjà le fait que ce soit un espace en mixité sociale, ça a été pensé à l'origine par les organisations qui ont fait beaucoup de travail d'aller vers pour s'assurer que ce ne soit pas une instance représentée que de militants convaincus, mais que ce soit aussi un espace dans lequel les personnes qui ont l'expérience de la précarité alimentaire par exemple aient leur mot à dire. Et ça c'est un principe de mixité qui reste valable et qui a été bien sûr réaffirmé au moment où le comité citoyen s'est ouvert par les membres eux-mêmes. C'est un lieu bien sûr d'éducation populaire, et ça c'est très important parce que ça permet à la parole de chacun ça a été dit d'ailleurs, d'être respectée, entendue, que les décisions soient appliquées telles qu'elles ont été proposées par les membres. Et donc ça se reflète bien par... suite à un débat, bien sûr, mais en tout cas, ça se reflète bien dans les quelques verbatims qu'on peut mettre là. Ces conditions d'animation via les principes d'éducation populaire, ils permettent à chacun et chacune d'oser prendre la parole, de dire ce qu'on pense et de s'exprimer librement. Et ça, c'est très précieux pour garantir le fonctionnement démocratique. Et enfin, c'est le fait que ce soit un espace doté d'une autonomie décisionnelle, puisque les membres du comité citoyen ont des décisions à prendre, ce qui est finalement le stade un petit peu ultime de la participation. On n'est pas seulement sur une consultation ou une co-construction. Les personnes du comité citoyen sont vraiment amenées à prendre des décisions, ce qui nourrit effectivement l'engagement des membres dans le comité.
Alors, ce que les résultats montrent aussi, c'est que la participation au comité, le fait de prendre part dans cette instance, elle a favorisé à de nombreux égards le développement du pouvoir d'agir des membres du comité citoyen. Alors, je ne donnais que quelques exemples et je pense que les témoignages y feront écho. Mais un qu'on peut relever, c'est celui du développement de connaissances et de compétences. Donc on vous met quelques chiffres clés ici. C'est important et intéressant parce que dans cette perspective de remise en situation de pouvoir des citoyens dans une perspective démocratique, l'accès à l'information, à la connaissance, au développement de compétences, c'est essentiel pour pouvoir outiller les citoyens à être en mesure de participer à la gouvernance. Donc en tout cas, c'est un résultat qui est encourageant. Il faut que ça puisse effectivement se poursuivre dans la suite de l'expérimentation. C'est un développement d'agir qui passe aussi par du lien social. Et c'est loin d'être anecdotique. C'est du lien social qui peut s'exprimer à différents égards. Le premier, c'est qu'il y a des personnes qui étaient en situation d'exclusion et qui ont retrouvé dans cet espace du lien, du soutien moral. C'est un décloisonnement aussi pour certaines personnes qui, notamment issues de populations plutôt aisées, ne rencontraient jamais des personnes en situation d'exclusion, ne connaissaient pas la réalité de leur vécu, et inversement d'ailleurs, et c'est un endroit où on a pu rencontrer l'autre, ses réalités, et faire tomber des a priori. Et c'est aussi un espace où collectivement, en fait, on avance ensemble et il y a un sentiment de fierté, d'appartenance. C'est beaucoup ressorti dans les entretiens qui a pu se construire et finalement contribuer à développer cette identité collective qui est très forte et que vous avez parfaitement vu tout à l'heure lorsque le comité citoyen était sur scène. Donc cette participation, elle se concrétise véritablement à plusieurs endroits. Au niveau individuel déjà, puisque les membres du comité citoyen, personnellement, ils agissent grâce à cette participation. Ça va être au sein du comité citoyen, bien sûr, quand on est de plus en plus en confiance, on se sent de plus en plus légitime pour apporter son opinion, contribuer au débat et être partie prenante des décisions. Ça, c'est déjà une belle expression du pouvoir d'agir au sein du comité citoyen. Ça va être aussi au niveau des membres qui souhaitent s'investir dans des groupes de travail spécifiques. Je pense à celui du conventionnement, ou qui se font de plus en plus des porte-parole de comment s'organise l'expérimentation montpelliéraine dans des enceintes publiques et qui viennent témoigner de l'expérimentation et du rôle du comité citoyen. C'est aussi un pouvoir d'agir individuel qui se manifeste en dehors du comité citoyen. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que l'écho de ce pouvoir d'agir, il est très large et il dépasse l'expérimentation pour résonner dans la vie individuelle. Ça va être au niveau des pratiques d'achat. On se rend compte on a gagné en finesse de compréhension sur quels sont les enjeux du système alimentaire et au-delà de l'accessibilité économique que permet la MONA, on souhaite réorienter pour diverses raisons potentiellement ces pratiques d'achat. Et c'est aussi un engagement qui peut passer par prendre part dans une association, faire des maraudes, rejoindre des comités de quartier. Donc on sent réaffirmer dans son statut de citoyen qui peut prendre part à la vie démocratique. Bien sûr, c'est un pouvoir d'agir collectif qui se manifeste dans les décisions qu'ont prises et que seront amenés à prendre les membres du comité citoyen au regard, par exemple, de la définition des règles de cotisation, de la définition collective des critères de conventionnement. Et donc là, c'est vraiment la manifestation concrète du pouvoir d'agir collectif qui s'affirme sur des conditions structurantes de la caisse alimentaire commune. Ce que l'enquête, elle a tout de même permis de mettre en évidence aussi, c'est important de lire ces limites, donc, pour pouvoir penser la suite en les intégrant. Donc ce sont des limites à cette dynamique démocratique qui invite à la réengager, à la réinterroger en permanence. Une première limite liée au temps. Ça demande finalement beaucoup de temps déjà de se libérer le samedi une fois par mois pour pouvoir assister au comité citoyen. C'est une chose, mais c'est aussi un temps d'appropriation des sujets qui sont parfois complexes et qui demandent, pour ne pas qu'il y ait d'inégalité, des rapports de pouvoir entre les personnes un peu plus militantes et informées et les gens qui sont encore en chemin pour décortiquer les grands enjeux du système alimentaire, par exemple. Bref, pour éviter qu'il y ait des rapports de pouvoir qui s'installent à ce niveau-là, il faut réussir à prendre le temps de donner à chacun les moyens de participer de la façon la plus égale possible. Ces rapports de pouvoir, ils s'expriment aussi au niveau des questions de genre. Ça a pu être évoqué précédemment. Le comité citoyen est un espace qui n'est pas exempt de ces rapports de pouvoir, même si bien sûr l'ensemble des membres sont tout à fait conscients des enjeux et le font bien souvent pas de façon volontaire, mais ça a pu être révélé par le travail de Candice et ça a
voilà, ça incite à garder une vigilance sur cette question-là. Et malgré toutes les démarches, enfin, tous les outils mobilisés d'éducation populaire pour permettre la parole égale de chacun, chacune, on observe encore des phénomènes un peu d'autocensure de certains membres. Et voilà, ça incite à garder une vigilance et à se dire il n'y a jamais rien d'acquis, il faut toujours réaffirmer que la parole est légitime et que chacun, chacune peut participer et doit participer, c'est important, aux décisions du comité citoyen. Et j'en finirai par ce petit schéma qui est inspiré des travaux de la philosophe Joëlle Zask, qui définit la participation selon 3 axes qui sont complémentaires les uns aux autres. Le premier axe est celui de participer comme étant prendre part. Donc là, en l'occurrence, c'est comment est-ce qu'on prend part à l'expérimentation. Et ça, ce qui est sûr et certain, c'est que toutes les catégories d'acteurs qu'on vient d'évoquer, elles prennent part d'une façon ou d'une autre dont je viens de parler et qui ont été évoqués plus tôt dans la journée à l'expérimentation, avec encore une fois un comité citoyen qui est vraiment au cœur de cette prendre part puisqu'il est décisionnaire, puisqu'il est ce cœur démocratique de l'expérimentation. Mais elle montre aussi que prendre part, ça suffit pas en fait pour engager une participation qui est transformative sur le long terme et qui impulse des dynamiques démocratiques. Pour avoir cette participation un peu transformative, il faut aussi donner une part d'un côté et recevoir une part de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans une perspective démocratique, il faut pouvoir à un moment donné avoir l'opportunité de donner de soi pour transformer un système, pour lui apporter, le nourrir. Et c'est aussi là que la contribution démocratique, elle s'entend. Alors le comité citoyen, encore une fois, c'est l'espace vraiment par excellence où peut se donner une part parce que les membres du comité citoyen peuvent donner leur avis, peuvent décider, peuvent participer à des groupes de travail. Et donc c'est vraiment une dynamique qui est complètement à poursuivre parce qu'elle est vraiment en très bon chemin. Ce que montrent en revanche les enquêtes, c'est que c'est moins abouti sur d'autres catégories d'acteurs comme les expérimentateuristes qui, on le voit, sont encore plus dans une posture encore un peu passive où ils achètent, où ils assistent à des événements, mais il y a encore un cap à passer pour leur donner des opportunités aussi d'apporter à cette expérimentation. Il y a aussi des opportunités à trouver pour donner au point de vente l'occasion de donner une part eux également. Et de même pour les organisations du collectif de coopération qui pourraient s'étendre. Et le volet recevoir une part, c'est pareil. Le comité citoyen, donc recevoir une part, c'est l'idée, dans un système où on participe, de pouvoir en retirer quelque chose. Ça peut être une reconnaissance de la part qu'on a donnée, mais c'est aussi recevoir quelque chose pour pouvoir à son tour participer. Encore une fois, le comité citoyen, c'est en très bonne voie. Ça va être sur les compétences qui sont développées, la légitimité qui est acquise ou encore la reconnaissance que peuvent en retirer les membres du comité citoyen. Mais il y a encore des choses à travailler pour donner des occasions aux autres parties prenantes de recevoir une part dans cette expérimentation de caisse alimentaire commune. J'en reste là et puis je laisse la parole à Samira et Julie. Peut-être juste, oui, du coup, ça fait totalement, c'est la synthèse de ce que je viens de dire, mais les 2 grands chemins qu'on peut entrevoir en termes de renforcement de la dynamique démocratique, ça va être sur le volet comité citoyen, réinterroger cette dynamique en permanence, de sorte à pouvoir continuer sur le beau chemin qui est tracé tout en levant les écueils qui peuvent rester, et pour les autres parties prenantes, essayer de trouver des voies pour leur donner des opportunités de participation. Alors, sans cette expérimentation, j'aurais jamais pu témoigner de la façon dont je vais témoigner là maintenant, ce matin. Au fait, légitime ou illégitime, qui suis-je pour en parler sans ce comité citoyen ? Au fait, faire partie du comité citoyen m'a fait reprendre confiance en moi. Un manque d'études, j'ai pas un niveau d'études comme des personnes qui font partie du comité citoyen. Donc pour moi, je ne pensais pas que je serais une personne qui serait écoutée, prise en compte, mes idées ou autres. Et puis grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées au fil du temps de ce comité, je peux vous dire que l'estime de soi remonte très très vite, quoi. Là, je vous parle, je suis un petit peu, Et du coup, donc, faire partie, donc, mon opinion, elle a été respectée, ma parole a été écoutée, pas que moi, donc tous ensemble.
C'est une expérimentation vachement unique, géniale. Qu'est-ce que je peux en dire? Plein de choses, quoi. Et tout ce que j'ai écrit, je ne suis pas en train de vous le dire parce qu'en fait, vous m'avez mis la pression là. Du coup, la bienveillance, le respect, elle a été au rendez-vous à chaque rencontre. Tous ces samedis matins, je ne regrette pas d'y avoir participé. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Les citoyens qui trouvent des solutions pour des citoyens cherchent plutôt, pas trouver, on cherche ensemble des solutions pour chacun, pour qu'on s'en sorte tous ensemble. Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'existe autre que dans mon rôle de mère, d'épouse, de femme au foyer. Voilà, j'existe en tant qu'humaine, en tant que citoyenne, en tant que preneuse, chercheuse de décision dans une expérimentation unique. J'arrête là. C'est un peu dur de prendre la parole après toi. Donc, et moi, c'est ma première prise de parole en public. Donc, merci. Donc oui, c'est le comité citoyen, ça donne ces opportunités-là de faire partie d'un super projet collectif, de connaître des gens que j'aurais jamais rencontrés. Voilà, et puis ça crée aussi des amitiés, donc c'est aussi très beau. Voilà, alors je vais un peu redire ce qui avait été dit, parce que ce que j'avais préparé. Donc ça m'a permis de mieux comprendre et d'affiner mes connaissances sur tout le système alimentaire, voir les inégalités qui en découlent, et tout ça, voilà, dans une super ambiance, avec une équipe d'animation qui nous a vraiment accompagnés pour nous permettre de chacun s'emparer des choses et de pouvoir participer vraiment. Ça m'a permis aussi de découvrir des nouveaux lieux de distribution et ça m'a permis de me mettre plus en adéquation avec mes valeurs profondes. Et du coup, voilà, d'expérimenter une vraie démocratie citoyenne avec un groupe qui représente, alors peut-être pas tout Montpellier, mais voilà, qui est très divers et varié, et ça te fait expérimenter le collectif, avec des fois c'est super quand ça fonctionne et que tout le monde est là, et des fois c'est un petit peu plus compliqué, ça prend plus de temps, mais en tout cas, ça me donne l'impression d'avoir un vrai engagement citoyen, politique, et de pouvoir, peut-être qu'on va y arriver, à changer ce putain de système. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Donc, même principe que tout à l'heure. Donc, cette fois, je regarde par là. Ah, désolé. Ah non, il y a une main là, donc c'est bon. Une question là et une ici. Encore vous là-bas. Je suis vraiment Laure là. Merci d'avoir pris ma question. Enfin, j'ai une remarque, une question. Je voulais souligner l'importance aussi du parcours, en fait, pour les personnes qui aujourd'hui sont membres du comité citoyen. Les personnes qui sont arrivées au comité citoyen, à l'origine, potentiellement, elles ont été dans des centres sociaux, des maisons pour tous, elles ont rencontré des assos comme l'Esperluette, Vrac et Cocinas, ou même le supermarché coopératif de la Cagette. Elles ont participé à des conseils d'administration, elles sont devenues bénévoles, et hop, elles sont arrivées au comité citoyen. Enfin, voilà, je voulais souligner l'importance de ça, aussi pour dire qu'on a encore absolument besoin de ces lieux de terrain que sont les maisons pour tous, les centres sociaux, les assos de quartier, etc., parce que c'est vraiment des leviers. Voilà, ça c'était une première remarque. Et deuxième chose, moi ma question, on l'a déjà un peu abordée, c'est à quand le développement du pouvoir d'agir des personnes dites éduquées qui finalement reproduisent des systèmes de domination. Et du coup, c'est ce que, voilà, pour moi, dans la notion de commun, il y a vraiment cette idée d'émancipation globale pour tout le monde, et aussi, du coup, pour les personnes,
qu'on ne pense jamais à émanciper, alors qu'à mon avis, il y a fortement besoin sur certaines questions. C'est pas vraiment une question, du coup. Bah, si, c'est comment on va faire. C'est quoi J'enchaîne. Ah bah ouais, ok. Alors du coup, merci déjà pour toutes les présentations et je trouve que c'est vraiment très inspirant là, le comité citoyen, et ça donne envie de venir voir ce qui s'y passe et de voir un peu plus concrètement comment ça se passe à l'intérieur, de voir peut-être quelques petites engueulades aussi. C'est toujours bien de voir un petit peu vivre tout ça, vivre les contradictions. Moi, je reviens juste sur la première table. Je suis désolé, j'avais levé la main et puis on n'avait pas eu l'occasion de parler là-dessus. Mais ça, c'est aussi lié, donc vous inquiétez pas. En fait, moi, j'avais deux questions. Vu que je travaille au SIAO, donc sur les questions d'hébergement, de grande précarité, donc je travaille en lien avec les maraudes, les accueils de jour, les centres d'hébergement. Il y a toujours cette question qui se pose, et je trouve qu'il y a en tension dans ce projet, de comment on arrive à toucher les personnes qui sont le plus éloignées de ce type de dispositif, qui parfois peuvent aller à l'aide alimentaire. Comment elles peuvent réussir à intégrer ce projet, s'y sentir bien, s'y sentir écoutées, que ce soit donc le côté expérimentateur, expérimentatrice ou au sein du comité citoyen. Du coup, la question, c'est plus sur... tout à l'heure, on a parlé de la violence symbolique. Moi, je serais intéressé pour savoir qu'est-ce qui se passe en termes de violence symbolique, par exemple dans les lieux ou au moment d'une réunion, qu'on analyse ça un peu plus finement, vu qu'aujourd'hui, on parle du côté recherche. On en a un petit peu parlé sur le côté économique, mais peut-être, voilà, c'est quoi toute cette violence symbolique avec précision, pour qu'on essaye de l'éviter au maximum. Et deuxième chose qui est liée aussi, c'est comment dans la recherche, on se dote comment on mesure qu'avec ce projet, on touche les personnes les plus éloignées. De quoi on parle quand on parle des personnes les plus éloignées. Et voilà, moi, c'est ce qui me manque un petit peu des fois. Avec, je sais toujours l'enjeu, évidemment, on ne veut pas qu'il y ait une stigmatisation, etc. Mais en tout cas, comment on arrive à s'assurer qu'on touche le plus de monde possible et qu'on puisse changer d'échelle. Pardon, la question était longue. Du coup, c'est moi qui vais répondre. Sur la question de... Alors, il faut toujours se resituer dans le cadre d'une expérimentation. Donc, on est bien sur un mini-laboratoire qui teste, expérimente à petite échelle des choses qui sont potentiellement vouées à s'élargir. Sur la question d'aller d'aller à la rencontre des gens, je pense que nous, en tout cas dans les intentions du projet, ça a été cette double modalité que tu connais d'ailleurs, de mobilisation de participants, d'expérimentateuristes, puisqu'on a à la fois fonctionné par tirage au sort et à la fois par partenariat. Donc on a plus d'une dizaine de structures d'action sociale qui sont partenaires pour mobiliser des participants. Notamment, je pense à des dispositifs comme Bail d'abord, voilà, c'est là-dessus qu'on a pu travailler ensemble. Donc en tout cas, sur la question de l'accès, c'est ne pas se contenter d'une simple information générale, mais bien de nouer ces partenariats. Je pense au CCAS aussi, j'ai vu que Céline était là. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment dans la volonté du comité citoyen au moment du choix, parce qu'il a fallu faire des choix sur le mode de mobilisation des expérimentateuristes, à dire, bah oui, on va faire une part d'échantillons représentatifs parce qu'on a des enjeux à montrer, à démontrer des choses autour de l'idée de sécurité sociale, de la socialisation, des revenus, etc. Mais cette ambition dès le départ d'avoir une utilité sociale directe de l'expérimentation en créant ces partenariats avec des structures effectivement proches des habitants, proches des personnes concernées par la grande précarité. Et même si ce n'est pas majoritaire dans les participants de la caisse, il y a des personnes en situation de grande précarité qui sont dans la caisse alimentaire commune. C'est des gens qu'on a pu enquêter et qui peuvent se retrouver très très bien dans ce dispositif. D'ailleurs, ce n'est pas forcément pour eux que ça va être le plus compliqué à appréhender. Donc voilà, je pense que c'est un effort qu'il faut poursuivre. Et en même temps, comme tu disais, sans stigmatiser, sans faire trop de catégories, puisque l'esprit, et pour rejoindre peut-être l'autre question, en tout cas, l'esprit qui prévaut dans la caisse alimentaire commune, c'est vraiment cette idée de contribution et de transformation de tous et toutes. Je pense que c'est une ambition qui est inachevée aujourd'hui, et on va en parler juste après, mais c'est vraiment cette idée, et c'est pour ça que le principe de caisse de dire tous cotisants,
c'est-à-dire tous contributeurs, contributrices et tous praticiens de la caisse. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui fait que la caisse alimentaire commune, c'est pas tout à fait un dispositif de lutte contre la précarité comme les autres. C'est-à-dire qu'on s'engage tous et toutes à utiliser la MONA, à faire bouger potentiellement du coup nos pratiques alimentaires. Alors il se trouve que ça a été dit sur les personnes qui vont participer à la caisse aujourd'hui, il y en a pas mal qui étaient déjà dans ces réseaux de cagettes, d'esperluettes, etc. Mais on note quand même qu'il y a des modifications dans le rapport à l'alimentation, dans le rapport à la précarité aussi, dans les représentations sociales. Et je pense que ce que tu soulèves, qui est vraiment un enjeu de taille, de dire comment finalement on est tous dans des processus d'apprentissage, de développement de notre pouvoir d'agir, d'émancipation. En tout cas, l'hypothèse de la caisse, c'est cet espace commun où on est tous contributeurs et tous bénéficiaires. Donc, dans l'enquête qui est réalisée, on voit que ce n'est pas achevé. On ne peut pas dire aujourd'hui, on voit que l'ensemble des 360 foyers participants sont dans ces dynamiques-là. Mais on voit qu'on a par contre des leviers pour agir aussi là-dessus, sur ces représentations. Et donc, sur la question des violences symboliques, oui, c'est un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'il faut quand même retenir, et à mon avis, et noter, c'est que ça existe. Ça va continuer malheureusement d'exister. On sait que l'alimentation, c'est aussi marqué par ce qu'on appelle la distinction sociale. Voilà, on mange en fonction du groupe auquel on appartient. Il y a des codes, il y a des normes qui reproduisent certains rapports de domination. Mais je pense que ce qui est intéressant à noter dans les résultats de la caisse, c'est qu'il y a une réelle appropriation finalement de ces lieux-là. C'est-à-dire que c'est pas inéluctable. Voilà. En tout cas, dans le dispositif de caisse, c'est pas des freins qui sont là et qui résistent. C'est plutôt des freins qui sont amenés à évoluer. Voilà ce que je pourrais répondre à ce stade. Et non. Je suis désolée. Il y aura encore un temps de questions, mais là, il faut qu'on puisse terminer la dernière thématique. Ensuite, il y aura une pause café, artisan du monde, chocolat, etc., pour avoir des forces pour la dernière session. Donc, merci beaucoup. Et du coup, maintenant, c'est